Alors la présentation que je vais vous faire, que j'ai intitulée Quelle place vivant, hein, dans mon esprit, le vivant, c'est à la limite nous compris, parce que l'espèce humaine fait partie de la nature, mais je vais surtout parler évidemment du vivant, du monde vivant non humain, à qui on laisse de moins en moins de place. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu au cours de cette intervention, déjà dans quelle situation nous sommes, essayer peut-être de vous donner quelques clés pour essayer de comprendre finalement comment est-ce qu'on a pu en arriver là, quels sont les aspects culturels, psychologiques ou sociologiques qui font qu'on a un vrai problème de ce qu'on appelle le dualisme occidental. L'homme se sent coupé de la nature. Résultat, on voit bien le problème. Et vous montrer un petit peu dans ce qui se fait dans le monde de la conservation de la nature, ce qu'on appelle la conservation de la nature d'une manière générale, quels sont les différents enjeux et les différentes alternatives qui se présentent à ce qu'on appelle maintenant les gestionnaires de la biodiversité. Pour le contexte, il faut d'abord commencer par nous, les humains. On est quand même assez nombreux. Sur ce graphique en bas qui m'a été prêté par les gens du CNRS, les observatoires au milieu, c'est des dispositifs de recherche du CNRS. Vous voyez que encore assez longtemps, jusque quasiment le début de notre ère, l'espèce humaine, Homo sapiens en tout cas, pendant le début de l'Holocène, s'est tenue à des chiffres numériquement relativement bas. Et puis, on va dire que vous voyez la progression exponentielle, là, plus on se rapproche de l'échelle de l'abscisse 2000. Et on est à peu près 240 000 humains supplémentaires tous les jours. Donc, ça fait à peu près 80 millions par an. Et on va vers 9 milliards en 2030. Et il n'y a pas grand-chose qui semble ralentir ce chiffre, quoi. Peut-être qu'après, ça se stabilisera. Mais alors là, les démographes, ils se lancent pas dans des prévisions. En tout cas, voilà, on est nombreux sur cette planète et c'est à prendre en compte dans la mesure où si ces 9 milliards souhaitent vivre selon le mode de vie américain ou africain ou que sais-je, ou européen, ce ne sera pas la même chose. J'ai choisi, alors le CNRS dispose d'un grand montage qui s'appelle la grande accélération, vous verrez pourquoi dans la prochaine dia, mais j'en ai gardé que quelques-unes. Vous avez sans doute entendu parler évidemment de l'Anthropocène, hein. C'est ainsi qu'on essaye de nommer notre période pour montrer qu'effectivement l'homme prend une telle importance qu'il en arrive à être une force quasiment géophysique qui modifie la planète. Mais au moins pour montrer à quel point on est vraiment omniprésent, sur cette carte du monde, vous voyez un trait vert représente un vol normalement quotidien, un vol aérien bien sûr. Et donc vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'il y en a tellement qu'on ne voit plus les États-Unis, on ne voit plus l'Europe, on ne voit même plus la Chine. Enfin voilà. Il y a encore évidemment des endroits qui sont désertiques comme l'Australie, le Sahara, le sud Patagonie et tout, où il n'y a pas beaucoup d'avions qui passent, et évidemment le Groenland et l'Antarctique. Mais donc vous voyez à quel point on est très présent. Alors il y aurait plein de diapos que je pourrais vous montrer, mais comme j'ai essayé d'être synthétique, je pourrais vous montrer les échanges de containers entre l'Asie et l'Europe ou les États-Unis, c'est phénoménal. Plus les échanges sont importants, plus la flèche est énorme et la flèche recouvre quasiment, un peu comme là, les vols recouvrent entièrement la carte, quoi. Et ça, j'irai pas plus loin, je ne vais pas vous la commenter dans le détail, mais en gros, retenez qu'il y a des graphiques, là, vous voyez plein de graphiques. Des graphiques à gauche qui sont rouges. Les rouges, c'est les tendances socio-économiques, tout augmente et de manière exponentielle, la population, la consommation, l'urbanisation, la consommation de fertilisants, la consommation de papier, d'eau, etc., les transports, les télécommunications, le tourisme, enfin ça c'était aussi avant le coronavirus. À droite, les courbes bleues qui montent aussi de manière exponentielle, ça c'est la réponse de la planète Terre. Évidemment qui n'est pas très non plus très optimiste, puisque vous voyez que tous les graphiques montent, c'est-à-dire l'ozone stratosphérique, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote, le méthane, l'acidification des océans, la température bien sûr,
et la surpêche, etc. Enfin voilà, tous les polluants et tous les, comment dire, les consommations de la terre, la disparition de la forêt tropicale. Donc ça, c'est pour être lucide, pour se rendre compte un petit peu dans quel contexte on baigne, quoi. C'est une dernière pour montrer le poids de l'homme. Hein. J'ai mis 2 photos. En haut, une photo d'un bison d'Europe. En bas, un bovin. Il y a 10 000 ans, la faune sauvage représentait 97% de la biomasse sur Terre. Les 3 autres pourcents, c'était Homo sapiens. Aujourd'hui, 85% de la biomasse sont nos animaux domestiques. 13%, c'est l'espèce humaine. Bah oui, on a quand même, vous avez vu la démographie. Hein. Et il reste 2% pour les animaux sauvages. Donc vous ne serez pas étonné, effectivement, que sur la dia suivante, on parle, je vous rappelle, nous avons amorcé la 6e crise d'extinction. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des scientifiques spécialistes des questions de diversité biologique qui se sont réunis d'ailleurs en 2019 à Paris. Le sigle, l'acronyme, c'est IBPES, c'est l'équivalent du GIEC hein, pour la biodiversité. C'est-à-dire que c'est un groupement international de scientifiques sur les questions de biodiversité. 8 millions d'espèces sont recensées aujourd'hui, il y en a plus bien sûr, mais bon, là, qui sont connues. Et on estime qu'une sur 8 va disparaître. Elle est menacée donc d'extinction là dans les prochaines décennies. Donc voilà déjà un point quand même qui nous assomme là tout d'un coup, comme ça. Bon, quand ça a été dit pour la première fois, ça fait longtemps déjà qu'il y a des rapports du WWF, de toutes les grandes ONG, et même de l'ONU, pour dire que, attention, les espèces régressent, mais l'humanité a l'air d'être comme un train fou qui ne s'arrête pas, il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas de frein, il n'y a rien, on continue. Le 7e continent, ben, vous savez qu'il y en a 6, mais le 7e, c'est la plastisphère. Hein, ça aussi, c'est quelque chose de formidablement incroyable d'imaginer que il y a du plastique en tout petits morceaux. Il y en a partout d'ailleurs. Il est tellement infinitésimal, il est tellement petit, c'est presque comme des nanoparticules, qu'il est dans les sables, il est partout, il est dans la mer. Chaque fois que vous buvez la tasse en allant vous baigner, vous pouvez vous dire que vous ingérez du plastique. Mais il y a des morceaux évidemment qui se concentrent dans l'Atlantique, dans le Pacifique, et ça forme ce que tristement les spécialistes appellent ça le 7e continent. On a tellement modifié les grands paramètres, température qui augmente, tous les taux de polluants qui augmentent, polluants gazeux, hein, méthane, CO2 bien sûr, et autres. On a fait des changements d'usage des sols à des échelles jamais encore atteintes. Ce que j'appelle les changements d'usage des sols, c'est par exemple raser la forêt, les forêts tropicales pour mettre du soja ou pour mettre des élevages de bovins ou des plantations de palmiers à huile. Et ça se fait sur des surfaces qui nous donneraient le vertige à nous les Européens, parce que ça se fait à l'échelle d'énormes pays comme le Brésil, ou l'Afrique ou l'Asie. Et donc, les spécialistes considèrent, j'ai oublié les espèces exotiques évidemment, qui changent de continent, qui arrivent tous les jours, qui se répandent dans la nature et qui bouleversent les équilibres déjà précaires. Et donc, les spécialistes considèrent que tous nos milieux maintenant, tous nos écosystèmes, qu'ils soient forestiers, agricoles, aquatiques, etc., sont des nouveaux écosystèmes. Nouveaux dans le sens que les paramètres dont je vous ai parlé, là, les ont modifiés probablement en profondeur, et que vouloir revenir, restaurer, comme on dit maintenant dans la conservation de la nature, restaurer des écosystèmes pour revenir, mettons, à l'état pré-industriel, mettons, hein, début du 19e, serait totalement inutile. Ces gens-là, ces spécialistes, pensent que les changements sont irréversibles. Et ça, à l'échelle humaine, hein, voilà. Donc, on pourrait se poser la question, en ce début du XXIe siècle, enfin, début du XXIe siècle bien entamé, est-ce la fin de la nature? Évidemment, je vous rassure, la nature, elle disparaîtra jamais, quoi qu'on lui fasse subir. La nature, elle a connu déjà 5 crises d'extinction, elle s'est remise, elle peut se remettre de l'homme, surtout qu'elle peut très bien décider que l'homme pourrait réduire drastiquement sa démographie, même si ce n'est pas lui qui le veut. Tout est possible. En tout cas, dans tous les scénarios qu'on peut faire, même les plus pessimistes, non, la nature continuera d'exister, mais celle qui va disparaître, c'est celle qu'on a connue. Enfin, en tout cas, moi qui vous parle et qui ai plus de 60 ans, je sais déjà qu'il y a plus de tigres dans les eaux qu'en pleine nature, qu'il y a des espèces qui ont déjà totalement disparu de certaines grandes
écosystèmes africains comme le rhinocéros noir, le rhinocéros blanc, enfin, etc. Les éléphants sont aussi sur la liste rouge, la liste noire même, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'espèces emblématiques, si vous voulez, qui vont disparaître. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui disparaît qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît mal, ou que les spécialistes connaissent, mais vous, moi, on ne fait pas attention. Et qui sont peut-être des espèces fondamentales pour ce qu'on appelle des espèces clés de voûte pour les écosystèmes. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais dire en introduction. Donc évidemment, je démarre par une introduction qui peut refroidir un peu, mais il faut être lucide. C'est pas une question d'être optimiste, pessimiste, il faut regarder la réalité. La réalité, elle est celle-là. Donc, vaut mieux être conscient de ça et voir évidemment, pour affronter la situation et voir évidemment qu'est-ce qui est possible de faire. Mais pour comprendre la manière avec laquelle l'humanité s'est comportée depuis qu'elle est très présente et pourquoi on en est à cette situation quasi catastrophique, j'ai voulu intituler ma prochaine diapositive « Aux origines de la civilisation anti-nature ». Moi, je considère que nous vivons dans une civilisation anti-nature qui se mondialise, en fait, parce que tous les peuples ne réagissent pas comme les Occidentaux, comme les Américains, comme les Japonais, comme ceux qu'on a longtemps appelés les pays riches ou les pays dits développés. Mais actuellement, ce modèle de l'hyperconsommation, de l'hyper-gaspillage, de l'hyperproduction de déchets, etc., eh ben, il est en train de s'étendre partout. Il gagne l'urbanisation croissante, elle est en Afrique, elle est en Asie, elle est partout. Donc, ce modèle, cette civilisation profondément anti-nature qui ne fait pas du tout attention à la nature, qui l'utilise comme un objet, comme une ressource, j'ai listé un certain nombre de choses qui sont plus ou moins chronologiques et pour lesquelles j'ai, entre guillemets, émis l'hypothèse que ça permet peut-être d'expliquer nos fondements, si vous voulez, nos mythes, nos croyances, etc., quelle que soit un peu la philosophie personnelle de chacun. Dans cette liste, je vais commencer par Descartes et le siècle des Lumières, parce qu'en fait, Descartes, ça nous ramène, à nous les Français, à notre fondement aussi culturel, hein, c'est que le raisonnement de Descartes, c'est l'animal est une machine, il se posait la question de savoir s'il fallait se rendre maître et possesseur de la nature, donc c'est avec Descartes, la science commence à désacraliser le vivant, à essayer de l'expliquer d'une manière extrêmement rationnelle. Le rationalisme, c'est Descartes. Et vous voyez, en disant que l'animal est une machine, la machine, c'est des rouages et on essaie de le comprendre. Et on peut éventuellement démonter les mécanismes, etc. La nature ne doit plus avoir de secret. Et évidemment, c'est aussi pour mieux la manipuler. Donc derrière Descartes se profile déjà la société industrielle. Hein. Le siècle des Lumières, voilà, on en a même un exemple très tôt, c'est-à-dire le 18e. Le siècle des Lumières, c'est pas seulement la Révolution française et les droits de l'homme, c'est aussi une révolution à laquelle on a fait moins attention, mais c'est aussi le rejet, par exemple, de la friche, c'est le rejet de tout ce qui est nature sauvage, déjà dans cette France de l'époque, par des agronomes qui estiment que laisser les terres en jachère, c'est-à-dire au repos pour les sols, etc., tout ça, c'est l'obscurantisme moyenâgeux et qu'il est temps de de rentabiliser les sols et de cultiver tout ce qui est possible de cultiver, de drainer les zones humides, etc. Donc voilà, c'est quand même un épisode important qui nous a aussi façonnés. Après, je mettrai les religions monothéistes, et particulièrement la religion chrétienne. C'est pas moi qui le dis, c'est un historien médiéviste qui s'appelle Lynn White. Il y a un petit livre qui est sorti intitulé aux origines de la crise écologique. Il a écrit ce texte en 1968, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire il y a 50 ans. En 1968, déjà, il reconnaissait dans un texte que la religion chrétienne, et particulièrement le catholicisme, selon lui, était responsable de la crise écologique qui n'était qu'en train d'émerger, en fait, hein, par rapport à l'acuité avec laquelle maintenant elle existe. Pourquoi ? Parce que la religion catholique, en particulier, a largement contribué à désacraliser la nature. Il faut bien voir que avant les religions monothéistes et avant le catholicisme, il y avait des religions, mais il y avait des religions païennes.
Les gens croyaient en une certaine cosmologie, ils avaient une certaine représentation de la nature, ils la craignaient, voire ils la respectaient parce qu'elle était entre guillemets sacrée. Et tout ça, la religion n'a eu qu'une seule volonté, c'est de supprimer tous les rites païens et soit de les transformer en nouveaux rites religieux, soit carrément d'enlever tous les symboles. Il faut savoir que, par exemple, certains arbres qui étaient sacrés pour les peuples qui ont précédé Charlemagne, etc., ont été rasés systématiquement. Le chêne, le frêne, l'orme, etc. Donc, c'est pas moi qui invente, hein, c'est clair que les religions, en sacralisant l'homme aussi, hein, l'homme est fils de Dieu, eh ben évidemment, la nature, elle a été un petit peu oubliée. Sans oublier la Genèse. Dans la Genèse, il y a une phrase absolument incroyable sur croisser, multiplier, assujettissez la terre, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer et tous les animaux sur terre. C'est des mots forts, hein, c'est vraiment assujettir, dominer. J'ai du mal à voir là-dedans un espèce de principe de gestion de bon père de famille, hein, c'est plutôt de la domination. Enfin, on est aussi dans une civilisation gréco-romaine, nous, hein, les Français en particulier. Et les mythes fondateurs, qu'ils soient sumériens, grecs ou romains, ils se sont faits contre l'arbre, par exemple, contre la nature. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas monothéistes, ils étaient polythéistes, les dieux étaient dans le ciel, et pour communiquer avec les dieux, il ne fallait pas qu'il y ait des frondaisons, il ne fallait pas qu'il y ait d'arbres. Et je vous rappelle quand même que le déboisement du bassin méditerranéen par les Grecs et surtout par les Romains, les Sumériens, pour ce qui est de la Mésopotamie, c'est pas d'hier, hein, ça remonte à plus de 2000 ans. Donc voilà, ces mythes-là qui ont fondé notre civilisation, ils sont pas non plus, ils sont pas anodins parce qu'ils ont façonné des générations d'humains, quoi. Mais si on remonte encore, on peut estimer que la révolution, ce qu'on appelle la révolution du néolithique, même si c'est pas fait en un jour, hein, c'est fait sur des milliers d'années. En tout cas, vous le savez, à un moment donné, les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés, ont commencé à cultiver des plantes et à élever des animaux. Tant que les gens étaient chasseurs-cueilleurs, ils étaient nomades, ils se déplaçaient au gré des ressources. À partir du moment où on se sédentarise, à ce moment-là, on domestique la nature et on fait un partage. Dans la nature, il y aura les plantes qui servent à l'homme et il y aura toutes les autres, hein, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Pareil pour les animaux, on domestique des animaux et les carnivores qui pourraient s'en prendre à ces animaux domestiqués, qui perdent évidemment les réflexes d'animaux sauvages, ce sont des espèces nuisibles. Donc toutes ces choses qu'on retrouve encore, espèces nuisibles, on retrouve ça dans notre code rural, hein, en France. Donc tout ça, évidemment, ça a des racines assez profondes. Le fait de faire des dichotomies dans la nature. Donc vous voyez, on parle de dualisme occidental, mais enfin, il est peut-être né là, hein, le dualisme, et pas que occidental, il est né au moment de la révolution néolithique. Et c'est pas seulement une révolution pour la nature, c'est aussi une révolution carrément pour l'organisation humaine, parce qu'avec la sédentarisation, se profile la constitution de villes, la constitution de hiérarchies, des chefs, des gouvernants, une société hiérarchisée, des gens qui travaillent à la base et une armée pour à la fois protéger les richesses, protéger évidemment la nourriture et aussi éventuellement s'en prendre aux voisins s'ils vous attaquent. On peut remonter. Les chasseurs-cueilleurs, est-ce que finalement c'est le modèle idéal? Est-ce que le mythe du bon sauvage existe ou pas? Hélas, non. Quand les gens font de l'archéozoologie ou des recherches historiques assez anciennes, ils se rendent compte qu'il y a déjà eu une part de responsabilité de l'homme quand il était chasseur, mais chasseur déjà très expérimenté. Hein, et on peut estimer par exemple que l'homme qui a découvert l'Amérique, enfin Homo sapiens est arrivé aux États, dans ce qui est l'Amérique, le continent américain très tard, hein, il y a 13-15 000 ans en gros. Il y a eu ce qu'on appelle une guerre éclair, c'est-à-dire que tous les grands méga herbivores, enfin la grande mégafaune a disparu, et elle n'a pas disparu du fait d'un changement climatique, elle a probablement disparu par les effets de la chasse et le perfectionnement de l'homme, qui était déjà un parfait chasseur de mammouths, hein, il a traversé le détroit de Bering et il est arrivé en Amérique. Mais quand ce n'était pas les techniques de chasse, car l'homme pouvait chasser sans forcément adapter sa pression de chasse
ou d'une manière, entre guillemets, soutenable. Je m'explique qu'il pouvait très bien faire fuir les animaux vers une falaise et arriver évidemment au bas de la falaise, plein d'animaux mouraient, bien plus qu'à la limite l'homme en avait besoin. Donc vous voyez ce que je veux dire. L'homme a utilisé le feu. On se rend compte de l'importance qu'a eu le feu dans l'histoire humaine. Hein, l'homme manipule le feu depuis 500 000 ans. On peut penser qu'il l'a pas toujours manipulé très bien. Les pompiers n'ont pas existé tout de suite, donc forcément, on peut penser d'ailleurs que l'Australie, par exemple, où l'homme est arrivé il y a à peu près, je crois, 75 000 ans, avait déjà été très modifié par les aborigènes, enfin les ancêtres des aborigènes, quand évidemment les Européens sont arrivés. Donc vous voyez, quand on creuse un petit peu sur le plan historique, on se rend compte que l'homme déjà a modifié et intervenu sur son milieu depuis assez longtemps. Et on peut peut-être même remonter à Homo erectus, 2 millions d'années. Homo erectus quitte en gros les forêts, il se redresse, il se retrouve dans un milieu qui est lequel? Qui est une savane arborée, en tout cas dans la vallée du Rift africaine. Et on peut penser que c'est peut-être ce milieu-là qu'il a voulu, entre guillemets, chaque fois reproduire au fur et à mesure des générations. Et ça expliquerait pourquoi il a peut-être manipulé le feu pour ouvrir les paysages et supprimer les arbres qui le gênaient. Il a très bien vu, sans doute très vite, l'homme, que avec le feu, on pouvait régénérer des surfaces herbagères qui étaient très utiles pour des espèces dont lui-même se nourrissait, des herbivores, des ongulés sauvages, etc. Donc voilà on pourrait passer des heures là-dessus, mais on n'a pas le temps. Alors on parle du vivant, mais bon, de nature quoi. La nature, là aussi, il faudrait un colloque d'une journée, et on n'en aurait pas fait le tour. Donc ce que je vais vous montrer avec ces quelques mots-clés là, c'est tout ce qu'est la nature. C'est protéiforme la nature. Ça peut être un fait objectif, hein, les forêts existent, les sangliers existent, les abeilles existent, etc. Enfin voilà, il y a de la faune, de la flore. Ça, c'est une réalité objective. Mais en même temps, la nature, c'est aussi une idée, un concept, une représentation que les gens se font. Quand on voit la nature, on la voit pas telle qu'elle est, on la voit telle que on imagine qu'elle devrait être. Ou voilà. Et en tout cas, donc, ça passe à travers notre cerveau. Et notre cerveau, lui, c'est quelque chose qui transforme des faits réels en idées, quoi, en images, en concepts. La nature, quand on la regarde maintenant de manière objective, elle peut soit être statique, soit être dynamique. Et très souvent, quand vous vous baladez dans une forêt déjà un peu mature, vous avez l'impression qu'elle ne bouge pas. Si vous passez 2-3 ans de suite, à condition qu'il n'y ait pas eu de coupe faite par l'homme, ben vous avez l'impression qu'elle n'a pas tellement progressé. Alors que la nature est changement permanent. Mais il y a des changements à des échelles de temps ou d'espace qu'on ne perçoit pas, nous les humains. Parce que nous, on n'a pas la même non plus échelle de temps, évidemment. La nature, c'est quand même une réalité universelle. Partout, les hommes ont vécu ou vivent à côté d'éléments naturels et composent avec. Alors, composent différemment selon leur culture, selon leurs racines, etc., ou leur réalité. Et la nature, c'est à la fois paradoxal parce que on l'a vu, c'est vulnérable, plein d'espèces sont en train de disparaître, 6e crise d'extinction, et en même temps, la nature, c'est redoutable. La nature, c'est des tsunamis, c'est des tremblements de terre, c'est le volcanisme, et la nature n'a rien à faire de l'homme. Elle s'en fiche complètement de nous. D'ailleurs, voilà, elle n'a pas besoin de nous. Quand on évoque les questions de nature, immédiatement vient la question du rapport de l'homme à la nature. Et ce rapport, on l'appelle plutôt l'éthique, on ne parle pas tellement de morale, mais en fait, c'est quoi une éthique de la nature? C'est le statut moral qu'on confère aux espèces vivantes non humaines. Donc ça peut être les insectes, ça peut être les végétaux pour certains, ça peut être des éléments de la nature, et évidemment, souvent c'est la faune sauvage. Alors je vous en ai rassemblé quatre grands types, mais il y en a plein d'autres. En bas, j'ai mis une référence, si ça vous intéresse, si vous êtes un peu philosophe, parce que c'est quand même un livre plutôt de philosophie. Il y a Gérald Hess, je crois que c'est un Suisse, qui a écrit un livre qui s'intitule « Les éthiques de la nature » et qui explique tous ces termes que vous voyez là devant moi de façon évidemment bien plus détaillée. L'anthropocentrisme, c'est, je dirais, la maladie dont on souffre. On ramène tout à l'homme. C'est l'homme qui est au centre de tout. Donc vous voyez bien que c'est cette
conception de la nature qui nous a menés là où on en est. C'est là où on sent que si l'homme se sent au centre de tout, évidemment, tout le reste, c'est dans son environnement et il peut en user comme il le veut. Donc, on n'est vraiment pas dans une relation intime avec la nature, on est vraiment dans une relation de dominant-dominé. Le pathocentrisme, c'est on accorde un statut à toutes les autres espèces qui, comme nous, sont sensibles à la souffrance. Donc, ça limite. Ça veut dire que les mammifères, ok, on veut bien, vous voyez bien l'importance que les gens accordent aux animaux domestiques, les chats, les chiens, les chevaux, mais aussi, pourquoi pas, les animaux sauvages, à condition qu'ils, comme nous, ils soient sensibles à la souffrance. Ça veut dire qu'on élimine toutes les espèces qui ne sont pas sensibles à la souffrance ou dont on pense qu'ils n'y sont pas, les insectes, que sais-je encore. Voilà. Donc, c'est un mode d'éthique. Vous avez le biocentrisme, alors là, qui est vraiment à l'antithèse, à l'opposé de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que toute espèce vivante, tout organisme vivant, de l'insecte jusqu'à la plante, mérite considération. Alors, jusqu'où va le biocentrisme? Est-ce que ça veut dire que quand on a un moustique sur la peau, il ne faut pas l'éliminer parce qu'on respecte toute la vie? Évidemment, ça, c'est des débats sans fin des philosophes qui s'excitent là-dessus. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que c'est celui-là qui, probablement, est plus à l'origine de ce qu'on appelle l'écologie profonde, ou en tout cas les changements qu'on a vus s'opérer dans les années 60-70 face au début de la crise écologique. C'est ce qu'on appelle l'écocentrisme, c'est-à-dire ce qui compte, c'est pas tellement l'homme et l'animal, et la nature dans son ensemble, c'est la relation des deux. D'accord? L'homme fait partie de la nature, sauf que s'il est anthropocentré, évidemment, la nature, il la rejette, il la repousse et il en use et en abuse. Si on se sent centré sur la relation qu'il y a avec la nature, à tout moment, on se posera la question des conséquences de nos actes, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, encore, en pleine conscience, les gens détruisent la nature sans se soucier du tout de ce qui se passe, quoi. Donc l'écocentrisme, c'est quelque chose qui a été développé par ce monsieur, un forestier au départ devenu prof d'écologie, Aldo Leopold, américain, mort en 1948. Et une phrase le résume un peu, vous la lisez cette phrase comme moi: une chose est juste seulement si elle tend à préserver l'intégrité, donc l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Ce qu'il appelle la communauté biotique, c'est l'homme et la nature. Donc la nature, parce que dans la nature, il y a l'homme pour lui. Donc voilà. Et il parlait de land, enfin son éthique personnelle, les Américains l'appellent land éthique, c'est-à-dire une éthique de la Terre. C'est-à-dire qu'il estime que sur la Terre, toutes les espèces sont reliées entre elles, y compris l'homme, mais l'homme ne veut pas voir qu'il est effectivement relié, qu'il a un besoin absolument vital de la nature. Et la nature peut vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans la nature. Et donc c'est ces relations-là intimes entre l'homme et les vivants non humains que Aldo Leopold a un petit peu, on va dire, conceptualisé dans ses écrits, mais c'était pas un théoricien, lui, c'était un praticien. Et tout à l'heure, je vous ai évoqué des épisodes de la vie, du développement humain, qui ont pu peut-être expliquer pourquoi on en est arrivé à cette situation catastrophique vis-à-vis de la nature, mais il y a peut-être des causes aussi très profondes, peut-être intrinsèques à l'homme, des causes psychologiques, et j'en ai retenu quelques-unes. François Terrasson, par exemple, qui a écrit un livre intéressant, toute personne qui s'intéresse à la nature devrait lire ce livre, c'est La peur de la nature, qui a été réédité 4 fois. Il l'a écrit dans les années 80. Il a été réédité en tout dernier dans les années 2007, je crois. Lui a une thèse très simple, c'est qu'il dit que l'homme a peur de la nature, et c'est cette peur de la nature qui le fait réagir comme il réagit. Quand vous avez peur de quelqu'un, par exemple, votre réaction, elle n'est pas la même que quand vous avez confiance en quelqu'un. La peur, souvent, est mauvaise conseillère. On le dit toujours, la peur pousse parfois à la violence, pousse à des réactions tout à fait disproportionnées, etc. Et alors, justement, il allait encore plus loin en disant que l'homme, vis-à-vis de la nature, était carrément schizophrène. Je m'explique. Il disait, l'élan vers le naturel,
donc l'élan de l'homme vers la nature, ne l'est que si justement le contrôleur en chef tapis au fond de tout cerveau occidental accepte de passer la main, ce qu'il ne fait pratiquement jamais. C'est-à-dire qu'il dit qu'on a cette attraction-répulsion vis-à-vis de la nature permanente qui fait que dès qu'on est face à la nature, on veut la maîtriser, on veut la dominer, on veut la contrôler. Alors il y a d'autres thèses, notamment d'un philosophe qui s'appelle Jacques Gaudin, je crois. Enfin, Gaudin, c'est sûr, qui a intitulé son livre, c'est un titre assez fort, La haine de la nature. Il estime que l'homme est une espèce mortifère qui sait qu'il va mourir. Et la nature, elle le nargue parce que c'est une sorte de matrice éternelle, hein, le cycle des saisons. Chaque année, vos végétaux repoussent au printemps, se développent, font des fruits, et hop, ça, les forêts avancent, la végétation. Si vous ne tournez pas votre pelouse ou si vous ne taillez pas vos arbres, mais tout ça, ça va devenir une friche ou ça va devenir un espace sauvage. Donc, l'homme, lui, sait qu'il a un temps très limité sur la planète et c'est cette espèce de finitude qui le pousserait, c'est la thèse défendue par Gaudin, qui le pousserait à détruire la nature. Et maintenant, très sérieusement, il y a de plus en plus de psychiatres et de psychologues qui se penchent sur les questions de nature parce que eux reçoivent dans leur cabinet des gens, beaucoup d'urbains bien sûr, mais pas que, qui sont totalement déboussolés, qui sont même extrêmement dépressifs du fait de la situation écologique globale, qui perçoivent comme une espèce de grosse menace contre laquelle il n'y a rien à faire. Et en fait, ils se rendent compte que la crise écologique, finalement, c'est aussi une crise intérieure. C'est-à-dire que beaucoup d'humains se rendent compte, finalement, que, ben oui, ils n'ont pas une relation émotionnelle avec la nature et ce serait peut-être ça qui explique la situation dans laquelle on se retrouve. Maintenant, je vais en venir, si vous voulez, à des terminologies dont vous avez peut-être plus l'habitude que vous avez plus l'habitude d'entendre dans le monde de la protection de la nature ou de la conservation de la nature. Et pour vous montrer un peu comment tous ces concepts évoluent. Donc, vous savez d'ailleurs, on ne parle plus beaucoup de nature, on parle actuellement de biodiversité. C'est le terme technique qui est apparu dans les années 90. Il nous vient des Américains qui cherchaient un terme. La diversité biologique, ça existe depuis longtemps, depuis Linné. Hein, c'est de la taxonomie. Hein, c'est mettre des noms sur les espèces, des genres, des familles, des groupes, etc. Voilà, c'est ça la diversité du vivant. Alors, il y a la diversité des espèces, la diversité génétique, des gènes, et la diversité des paysages ou des écosystèmes, etc. Mais le terme biodiversité tel qu'il a été imaginé là, dans les années 90 par des Américains, il était fait pour attirer l'attention des politiques, des gouvernants, des médias, du grand public, un peu comme pour la crise climatique. Et c'est devenu un terme polysémique, c'est-à-dire que ça veut tout dire et rien dire. À la fois, c'est la diversité du vivant, c'est la diversité des mesures qu'on peut prendre pour sauver le vivant. Enfin bref, il y a X définitions, ce qui fait que les gens ne savent plus trop bien ce que ça veut dire maintenant la biodiversité. Et puis, c'est aussi source d'abus de langage. Les gens disent la biodiversité, ça ne se mesure pas la biodiversité. Elle est tellement nombreuse que c'est impossible. On mesure des éléments de la biodiversité, mais la biodiversité dans son ensemble, il faut oublier. Donc c'est devenu, comme le dit une sociologue, la Catherine Aubertin, un objet de la technoscience. Parce que biodiversité, ça fait sérieux, ça fait scientifique dans son laboratoire avec une blouse blanche, alors qu'un naturaliste avec des cheveux longs, avec une paire de bottes et puis uniquement une paire de jumelles, ça fait pas très sérieux. Pourtant, c'est comme ça que travaillent la plupart des gens dans la nature. Alors le mot nature, il est justement de moins en moins utilisé par les professionnels de la protection de la biodiversité, mais il est utilisé plutôt par les artistes, par les gens des sciences humaines, les historiens, les philosophes. Et pourtant, c'est pas un mot à jeter à la poubelle pour plein de raisons, parce que derrière le mot nature, il y a plein d'autres concepts qui se déclinent scientifiquement. Il y a évidemment la diversité biologique, ça c'est clair. On le dira plutôt sous cette forme, diversité biologique, que biodiversité, pour les raisons que je vous ai indiquées. Mais il y a aussi la notion de naturalité, qui rappelle que la nature, c'est quelque chose, effectivement, de spontané. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de nous pour exister. Il y a la notion de complexité. Il n'y a qu'à regarder comment fonctionnent certains écosystèmes pour s'en rendre compte. La forêt, par exemple, hein, dont on vient de découvrir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on connaît les forêts depuis la nuit des temps. On vient seulement de découvrir une forme de communication entre les arbres, là, tout récemment.
Ça a été médiatisé à travers certains ouvrages et certains films. Mais voilà, c'est juste pour vous dire à quel point il y a encore beaucoup à investiguer pour comprendre la complexité du monde, les symbioses, le mutualisme, etc. La fonctionnalité aussi, ça fait partie des éléments de la nature. Un exemple, une forêt alluviale, sa fonctionnalité, c'est d'être inondée. Si vous n'inondez plus une forêt alluviale, c'est le cas du Rhin, les forêts rhénanes, elles ne sont plus inondées puisqu'on a canalisé le Rhin, eh bien, ça n'est plus une forêt alluviale. Parce que là, ça devient une autre forêt. Mais c'est plus une forêt alluviale. Voilà. Et évidemment, il y a la notion d'évolution. On est quand même toujours et encore piloté par le grand principe de Darwin. Et donc, l'évolution, elle continue. C'est pas parce que des espèces disparaissent que de nouvelles espèces ne vont peut-être pas se créer, finalement. Et l'évolution continue, elle s'applique, si vous voulez, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise. Et j'ai même osé mettre une notion tout à fait subjective, la beauté. La beauté, elle est aussi derrière la nature. Quand vous regardez certains paysages de grande naturalité, des paysages sauvages, il faut vraiment être très insensible pour ne pas reconnaître une certaine beauté à ces éléments naturels qui sont imbriqués d'une manière des fois qu'on ne comprend pas, mais qui résultent de milliers d'années d'évolution justement. Et ça, vous ne le trouvez pas dans la biodiversité. C'est pas très poétique la biodiversité. Hein. Ça ressemble à un jeu de mécano. On enlève une espèce, on en remet une autre, etc. Alors que la nature, c'est un tissu vivant. Et ça, la biodiversité, le terme ne restitue pas ça. D'ailleurs, certains naturalistes aujourd'hui préconisent de remplacer le mot biodiversité par le vivant, le mot que j'ai pris dans le titre de mon intervention. Pourquoi? Parce que le vivant, c'est aussi nous. Et si on se sent un peu avec le même mot commun, vivant, humain et non humain, peut-être que ça changera peut-être notre état d'esprit. Je vous ai résumé en une dia comment a évolué la protection de la nature en France, mais pas seulement en France, dans le monde. 19e siècle, je ne vais pas faire un historique d'avant, mais la protection de la nature pour la nature, pour la nature dans son ensemble. Après, pour la nature dans ses composantes, on va le voir. Mais elle a commencé que tardivement. Vous trouverez toujours des historiens pour vous dire que déjà au Moyen-Âge, il y avait des mises en défense de certaines forêts. Oui, mais c'était pour la ressource en bois, c'était pas pour les arbres en tant qu'élément naturel remarquable. Au 19e siècle, quand on a commencé à protéger, c'était pour l'esthétique. Prenez l'exemple des réserves artistiques de Fontainebleau, donc au sud de Paris, où l'école des peintres de Barbizon se rendait fréquemment pour peindre des paysages de forêt. Et c'était sous Napoléon III, les forêts commençaient à être bien exploitées, à la hache à l'époque, évidemment, pas à la tronçonneuse. Et donc, ces peintres se sont émus et ont demandé à Napoléon III de préserver un certain nombre de parcelles de forêts pour qu'ils continuent de pouvoir les peindre. Et c'est ces réserves artistiques qui ont été créées donc, au XIXe siècle, qui sont devenues plus tard, des réserves biologiques. Parce qu'évidemment, on faisait plus attention à ce moment-là, non pas à l'aspect poétique, à l'aspect artistique de la nature, mais aux aspects plus scientifiques, composition d'espèces, etc. C'est le XXe siècle qui signe le triomphe de protéger la nature avec des listes d'espèces, etc. Et protéger la nature de l'homme, puisqu'on a bien vu qu'effectivement, l'homme détruisant la nature, déjà à l'époque, évidemment, il fallait absolument qu'on puisse mettre la nature, entre guillemets, dans des réserves. Et très tôt, évidemment, des voix se sont élevées, c'est pour ça que je me suis permis ce jeu de mots, des réserves, ou sur les parcs nationaux, c'était pareil. Les gens se sont dit, oui, on va mettre la nature en conserve quelque part, on va la mettre dans des espaces protégés, et ça veut dire qu'autour, on peut continuer à détruire comme ailleurs, quoi. Seulement, c'est pas la faute des gens qui ont imaginé de protéger la nature si, à l'extérieur de ces espaces dits protégés, consacrés aux vivants non humains, même si les hommes n'en sont pas exclus, mais l'homme, en tout cas, en tant qu'exploitant de ressources, il en est exclu. C'est pas la faute des protecteurs de la nature si, en dehors de ces espaces, on continue à détruire la nature, évidemment. C'est comme si on reprochait aux gens aux ONG qui s'occupent de camps de réfugiés, d'être responsables de la guerre qui a mené ces réfugiés à vivre dans un camp. 21e siècle, ça a changé. Il y a eu une bascule, fin du 20e. On n'a plus parlé de protéger la nature sans l'homme. On a parlé de gérer la biodiversité. Et vous allez voir que ce changement sémantique de protéger la nature à gérer la biodiversité, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire qu'on choisit des espèces
Et une fois ces espèces choisies, sur des listes, etc., c'est souvent des espèces liées à des milieux pionniers, donc des milieux ouverts, flore, faune, et bien à ce moment-là, il faut intervenir sur la nature, il faut la gérer, il faut intervenir, entretenir des milieux, par pâturage, par choses, etc. C'est ce qu'on a appelé l'ère des contrôleurs en chef. Vous avez un bel exemple, hein. Je ne sais pas si vous voyez les photos. En haut à gauche, c'est une forêt, un peu une jeune forêt, on appelle ça un accru forestier, un boisement naturel, un boisement spontané, et en bas, c'est une prairie. Eh bien, cette prairie-là, elle est née de cette forêt. C'est-à-dire que la forêt a été complètement défrichée pour retourner à une prairie. Eh bien, ça, c'est ce que font les gestionnaires de la biodiversité, parce qu'ils voulaient absolument avoir une prairie. Donc, est-ce que c'est une restauration de prairie ou c'est la destruction d'une forêt spontanée qui avait elle aussi sa diversité biologique? La question reste en suspens. Donc, quand les gens ont commencé à découvrir un petit peu tout cet interventionnisme au profit de certaines espèces, eh bien, la question s'est posée de la part d'un certain nombre de gens, est-ce que la nature gérée est encore naturelle? Robert Candle, par exemple, qui est un climatologue par ailleurs, se disait que la protection de la nature, finalement, c'est la dernière forme de la maîtrise de la nature. Robert Reinhardt, qui était à la fois naturaliste, philosophe et artiste suisse, disait déjà en 1967, donc il était visionnaire, je ne vois pas comment la protection de la nature évitera de se résorber dans le jardinage, l'élevage et la culture, qui sont un peu les trois mamelles de la gestion de la biodiversité. André Langanet, qui est généticien, lui, va plus loin et dit conserver la nature, qui par essence est changeante, est un mythe qui est lié à la courte durée de vie humaine. On revient toujours à cette notion où l'homme a un temps un peu limité, alors que la nature, elle, voilà, nous on a la montre et la nature, elle a le temps. Et donc, je reviens à cette maxime qu'on devrait avoir tous présents en tête, ça nous pousserait à plus d'humilité. La nature n'a pas besoin de l'homme, elle se fout complètement de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Alors justement, en réaction à cette gestion très interventionniste, évidemment, il y a toujours eu des voix pour se faire entendre, disant mais il faut laisser faire la nature. La nature, elle sait mieux ce qui est bien pour elle. Il y a un dicton des écologistes américains qui dit « Nature knows best ». Donc ça veut dire littéralement « la nature sait mieux ». Évidemment, si on laisse faire la nature, elle va évoluer selon ses propres trajectoires, selon les caractéristiques écologiques, celles du sol, du climat, etc., etc. Or, parfois, l'homme, lui, il veut autre chose. Et c'est bien pour ça qu'il y a de la gestion interventionniste. Alors, il y a pas mal de raisons qui poussent les gens à laisser faire la nature. Il y a des raisons scientifiques, c'est-à-dire on veut un état de référence. On veut savoir ce que, quand l'homme n'intervient pas, qu'est-ce que la nature est capable de faire. C'est d'ailleurs un agronome, paradoxalement, Wendell Berry, un Américain, qui a cette citation que je trouve assez intéressante, même si parfois elle paraît complexe. Nous savons ce que nous faisons dans la nature que si nous savons ce que la nature aurait fait si nous n'avions rien fait. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que voilà, on ne saura quel est notre impact sur la nature que si on a à côté des endroits qu'on utilise, des endroits où on n'intervient pas. Il y a aussi des raisons économiques, c'est que ça coûte rien de laisser faire la nature, évidemment. Alors que l'interventionnisme, évidemment, ça coûte pas mal d'argent. Mais le plus profond, les raisons les plus profondes, on va dire, au non-interventionnisme, à la libre évolution, à toutes ces choses-là qui consistent à laisser la nature faire, c'est des raisons profondément éthiques, voire même spirituelles. Pour certains, la nature sauvage, c'est vraiment un lieu d'humilité pour l'homme. C'est là que l'homme apprend finalement à reconnaître la valeur intrinsèque même de la nature. La nature sans nous, elle sait fonctionner, elle est très économe, elle a un génie biologique qui dure depuis des milliards d'années, et voilà, ça devrait nous pousser, nous, les petits ridicules qui sont arrivés à minuit moins une, si on réduit la vie de la Terre à 24 heures, on est arrivé à minuit moins une. Donc voilà, ça devrait nous pousser à un peu moins d'arrogance, un peu plus d'humilité. Ensuite, la nature sauvage, la nature qu'on laisse faire, c'est aussi vu comme une altérité. C'est quelque chose avec laquelle on peut être relié. Et évidemment, on y est normalement, même si on semble l'avoir oublié. Mais en disant que c'est aussi un autre monde, la nature, que nous, que ça peut vivre en dehors de nous, eh bien, ça nous force à nous mettre aussi des limites à notre emprise, puisqu'on veut tout dominer. Donc, il y a toutes ces raisons qui, effectivement, ont conduit un certain nombre de gens à opter pour dire
chaque fois que c'est possible, quand on a des lieux de nature, le mieux, c'est finalement de laisser faire la nature. Et juste un petit chiffre en bas pour vous dire, on a, je ne sais plus combien, on a à peu près 16,8 millions d'hectares de forêt en France, ça représente 31% du territoire national. Et rien que pour vous dire ça, des zones qu'on laisse en libre évolution dans la forêt, c'est-à-dire des réserves, ça s'appelle des réserves intégrales forestières, donc c'est un statut de protection particulier, c'est le statut le plus élevé de l'Union internationale de la conservation de la nature, c'est 0,13% des forêts en métropole. Si on compte les forêts outre-mer, avec la Guyane notamment, évidemment c'est un peu plus que 1 je crois. Mais vous voyez, c'est ridicule, 0,1%. Encore quelques petites pensées là sur la nature en libre évolution. Florence Burga, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est aussi une philosophe qui s'intéresse beaucoup à la condition animale, mais elle s'intéresse aussi à la nature et elle dit que finalement, la nature sauvage, c'est le dernier symbole de liberté face à ce qu'elle appelle, elle, la domination totalitaire de l'homme. Hans Jonas, c'est un philosophe allemand qui a écrit un gros livre qui s'appelle Principe responsabilité. Lui, il estime que on ne ressent notre humanité que par contraste. C'est-à-dire que c'est quand on est face à de la nature sauvage qu'on se sent vraiment humain. Et quand on est face à une nature qu'on a dominée, qu'on contrôle et qu'on façonne en permanence, eh bien, on se sent moins humain. Et enfin, pardon, je reviens en arrière, il y avait une phrase de Baptiste Morisot, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeune philosophe dont on parle beaucoup en ce moment. Son dernier livre s'appelle « Raviver les braises du vivant ». Il estime que laisser des lieux à ce qu'il appelle les vivants non humains, c'est pas, contrairement à la métaphore par exemple d'un bâtiment, un bâtiment si on le détruit, évidemment il est détruit. On ne détruit pas la nature. La nature c'est comme un feu, c'est toujours vivant, c'est changeant. À la rigueur, si on détruit la nature, on atténue peut-être le feu, c'est comme si on essayait de l'éteindre, mais tant qu'il reste des braises, c'est ça sa métaphore, tant qu'il reste des braises, et ces braises, elles peuvent exister évidemment dans des lieux où on laisse faire la nature, ces braises peuvent servir à réalimenter le vivant ailleurs. Donc c'est une belle image de Baptiste Morisot, là, et son livre, hein, c'est un livre de philosophie, mais il est très accessible et il est paru chez Actes Sud et chez Wild Project, double éditeur. C'est un véritable plaidoyer pour la libre évolution. Il y a une terminologie qui en ce moment se développe de plus en plus pour qualifier finalement la nature qui est autour de nous, parce que cette nature, elle n'est plus vierge, hein, vous vous en doutez, elle n'est même plus primaire, elle n'est même plus de la nature avec un haut degré de naturalité, c'est de la nature qu'on a qualifiée de férale. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas si vous le savez, un animal féral, c'est un animal domestique qui redevient sauvage. Un féral, d'ailleurs, c'est un mot qui existe en anglais, qui est synonyme de wild, donc, qui veut dire sauvage. Et si vous avez peut-être vu dans des ouvrages ou dans des journaux, le terme rewilding, qu'on voit beaucoup en anglais, ça veut dire réensauvagement ou ensauvagement. Donc, de la nature férale, ça vient directement de l'animal féral, ça veut dire que c'est un milieu, c'est pas seulement une espèce animale ou végétale, c'est un milieu qui a eu un usage et qui tout d'un coup est abandonné à lui-même, est en évolution spontanée. Cet usage n'existant plus, le milieu évolue donc de lui-même et donc c'est ça qu'on peut appeler de la nature férale. Et si on regarde l'Europe en particulier, mais une grande partie du monde, à de quelques rares exceptions, eh bien tout est féral dans la mesure où l'homme, depuis très longtemps, a eu des usages plus ou moins soutenables, de moins en moins avec le temps qui passe, mais en tout cas, beaucoup d'espaces, même qui sont dans des parcs nationaux aujourd'hui ou dans des réserves naturelles, sont des espaces qui, dans le temps, ont été utilisés. La meilleure image qu'on peut vous donner, c'est quand les colons, au XVIIe siècle, les colons anglais arrivent aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, ça ne s'appelle pas encore les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent une nature qu'ils considèrent comme vierge, sauvage, etc. Alors il y a les sauvages humains et sauvages non humains. Mais des sauvages humains, il y en a beaucoup moins, parce que depuis que Christophe Colomb a découvert le continent, eh ben, les Européens ont ramené avec eux des maladies qui ont décimé les populations amérindiennes. La variole, etc. Enfin, donc toutes ces maladies, la rougeole, etc.,
on réduit les populations, ce qui fait que, alors que le continent, au moment où Christophe Colomb met le pied aux États-Unis, sur le continent américain, il y a des villes, il y a des certes, il y a des Amérindiens qui vivent comme des nomades, qui suivent les troupeaux de bisons, etc., dans les grandes prairies, enfin, qui vivent en forêt. Mais il y a en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les forêts, il y a des villes, il y a des installations, il y a une certaine densité de population. Et il y a des activités de culture, etc., etc. Donc, si vous voulez, à partir du moment où la population a décru fortement, quasiment tués par les maladies européennes, les colons, quand ils sont arrivés, ils ont eu l'impression qu'ils étaient face à de la nature sauvage, vierge quasiment, alors que ce n'était pas le cas. C'était une nature férale. C'est une nature qui avait déjà fait l'objet de modifications par les peuples autochtones, mais qui est repartie au sauvage parce que les humains ont arrêté les usages, quoi, sur de grandes surfaces, du fait de leur disparition. Et ça, vous le retrouvez dans plein d'endroits. Donc, le concept de féralité, c'est tout simplement le fait qu'à un moment donné, un espace se restaure naturellement. Il repart à la nature, comme on dit. Et c'est un phénomène que les généticiens appellent de la dédomestication. Je m'explique. Vous pouvez avoir une terre agricole, elle est abandonnée, elle devient ce qu'on appelle une friche, qui va se couvrir avec des végétaux, qui va ensuite avec des arbustes, etc. Puis un jour, ça redeviendra une forêt. Et le problème, c'est que des fois, vous avez dans ces espaces de culture des plantes, évidemment des plantes domestiques, qui peuvent se croiser avec des plantes sauvages. Et c'est ça, ce phénomène dit de dédomestication. Vous l'avez pour les animaux. Par exemple, beaucoup d'espaces, des îles, vivent avec des chèvres sauvages. Ce sont des chèvres ou des chevaux, des poneys, ou sur des continents. Et ces animaux, au bout de X générations, ont totalement perdu une grande partie de leurs caractéristiques domestiques et regagnent des caractères sauvages. Ils savent fuir devant un danger, etc. Donc c'est extrêmement intéressant comme phénomène, beaucoup étudié par les généticiens. Alors la friche, vous savez ce que c'est qu'une friche, hein, c'est une terre cultivée puis abandonnée, alors, soit fauchée, soit une terre de culture. Et ça, la friche, c'est vraiment le symbole parfait de la nature férale. En France, il faut savoir qu'entre 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 2010, on a eu 4 millions d'hectares de boisement spontané en France, c'est-à-dire issus de déprises agricoles. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un gros exode rural, et puis ensuite, il y a eu des réformes agricoles. Quand l'Europe s'est fait, il y a eu tout de suite ce qu'on appelle la politique agricole commune qui a poussé les agriculteurs à intensifier à certains endroits et donc à désintensifier dans d'autres. Et donc, résultat, là où on a désintensifié, zone humide, forte pente, etc., montagne, évidemment, la friche est réapparue. Et donc, après la friche, évidemment, la friche, c'est un stade intermédiaire. Il y a ce qu'on appelle l'avancée de la forêt, la succession végétale qui vient avec des arbustes et des arbres. Vous avez un bel exemple. On est dans le Vercors, je ne sais pas si vous connaissez cette région, le Vercors d'Iwa. Vous avez tout un versant. On devine encore des endroits un peu ouverts. Vous aviez des cultures en terrasse. On retrouve des murs de pierre, par exemple, où vous aviez des pâturages, et tout ça, c'est recolonisé par le buis, le pin, le chêne, donc des espèces de milieu ouvert. Ça redeviendra une forêt un jour. Là, c'est les gorges de l'Ardèche, étant en réserve naturelle. Et tout ce que vous voyez là sur les pentes, toute cette végétation qui repart, et même sur les hauteurs, tout ça, à une époque, tout ça était utilisé par l'homme. Il y mettait des chèvres, là où c'était trop pentu ou trop inaccessible pour lui. Il y mettait des moutons, il coupait les branches pour le bois de chauffage. Enfin, il récoltait. Les humains ont vraiment utilisé le maximum des espaces à une période donnée. Je crois que le maximum de la population rurale, c'est le milieu du 19e siècle. C'est d'ailleurs là qu'on était au minimum forestier en France. On était à peu près, je crois, entre 8 et 9 millions d'hectares. On est repassé, donc je vous l'ai dit, à 16. Donc c'est cette période qui fait que pratiquement toutes les campagnes françaises étaient très utilisées par les humains. C'est pas un phénomène seulement français, c'est un phénomène européen. Certains géographes estiment que d'ici 2030, il y aura entre 130 000 et 170 000 kilomètres carrés de terre qui vont se libérer, donc qui vont repartir à la nature. Vous avez un très bel exemple, là, c'est
en Slovénie, un tout petit pays montagneux, où vous voyez là, le long du village, un petit village qui commence à se refermer derrière la forêt. 40% des terres ici étaient cultivées, donc ouvertes, entre guillemets, avant la Seconde Guerre mondiale, et depuis, tout est reparti à la forêt. Il reste encore quelques petites prairies, des clairières, mais voilà. C'est un exemple, il y en a plein d'autres, en Roumanie, en Bulgarie, en Slovaquie, en Tchéquie, en Allemagne, même en Autriche, etc. Je vais terminer avec ça maintenant. Je vous parle de l'exemple des Vosges du Nord, parce que ça me semble important que vous ayez justement un exemple pris dans la région. Je connais bien les Vosges du Nord parce que j'y ai habité et j'y ai travaillé donc, dans le parc naturel régional du même nom. Pour vous montrer, par rapport à cette question de la nature, et particulièrement de la nature qu'on laisse faire, donc qu'on va qualifier de sauvage, comment on peut accepter le sauvage sur un territoire donc peuplé et domestiqué. Les Vosges du Nord, sur à peu près 130 000 hectares, la surface du parc, c'est 85 000 habitants. Donc c'est une densité de population à peu près de 65 habitants au kilomètre carré, ce qui n'est pas rien. Avec beaucoup d'activités, de la sylviculture, de l'agriculture, de la chasse, de la pêche, des entreprises, etc., des transports, enfin bon. Donc comment aussi penser le sauvage dans un... Comment on peut faire, nous, si on veut faire avancer cette cause d'une nature qui peut vivre très bien sans nous, dans un milieu où on met en avant tous les paysages qui sont façonnés par l'homme. Bien d'abord, même dans un paysage très façonné par l'homme, moi j'ai assisté pendant les 35-36 années où j'ai vécu là dans les Vosges du Nord, où j'ai travaillé, à un retour naturel du sauvage. C'est-à-dire que, voilà, dès que l'homme tourne le dos, ou face à certains aléas climatiques, la nature reprend vite ses droits. En haut à gauche, vous avez un gros morceau de bois mort dans une forêt au sol. C'est pour illustrer le fait que en 1999, il y a eu une énorme tempête qui a laissé des traces dans toute l'Europe. Elle a été baptisée Lothar. On a eu quelques millions de mètres cubes de bois qui sont tombés là dans les Vosges du Nord. Et forcément, face à cette quantité énorme, les forestiers n'ont pas pu tout exploiter. Un tiers est resté au sol. Et c'était une très bonne chose parce que les sols forestiers ont besoin du bois mort. C'est leur humus, c'est leur déchet indispensable puisqu'ils fonctionnent les forêts en circuit fermé. Et donc, ce bois mort, il y en avait très peu avant parce que les gens nettoyaient les forêts, littéralement. Ce n'était qu'un juste retour des choses. Mais en tout cas, voilà, c'était une irruption de ce que je qualifie du sauvage parce que le bois mort, ça illustre assez bien la difficulté que l'homme a à avoir un rapport apaisé avec la nature. Ensuite, vous avez des photos là qui montrent des zones humides au centre, et puis en bas, des friches humides aussi, avec des carex, avec ce qu'on appelle des mégaforbiers, des zones à hautes herbes, qui sont d'ailleurs un habitat de la directive européenne Habitat Faune Flore. Et à droite, vous avez des boisements spontanés, donc des forêts qui ont 40-50 ans, qui datent des années 60, liées à l'exode rural, avec des pins, des bouleaux, des chênes, etc. Donc tous ces milieux-là, ils se sont spontanément redéveloppés parce que l'homme a abandonné l'usage des terres qu'il avait. Mais le retour du sauvage, il peut être provoqué. Soit il est naturel, c'est-à-dire que l'homme n'y est pour rien, soit il est provoqué par des protecteurs de la nature. En haut, vous avez une image d'un étang forestier. À gauche, vous voyez l'étang. Et à droite, c'est une fois que la digue a été supprimée. Les cours d'eau qui traversent ces forêts-là, ces vallées, elles ont comme objectif ces ruisseaux qui sont des ruisseaux très intéressants parce qu'ils ont des caractéristiques écologiques rares. Ils se développent sur du sable, sur du grès, etc. Ils sont très pauvres, ils sont oligotrophes, c'est-à-dire très pauvres en nutriments, et ils ont une flore spécifique. Eh bien, il y a un seuil tous les 450 mètres sur ces ruisseaux, ce qui fait que les poissons, par exemple, mais tous les organismes aquatiques ne peuvent pas remonter vers la source, et donc sont bloqués. Et donc, un des enjeux dans les Vosges du Nord a été de supprimer un certain nombre d'étangs et de faire revenir naturellement la rivière et de ne plus rien toucher. Après, c'est la nature qui décide.
En bas à gauche, vous avez l'image d'un lynx parce que le lynx avait disparu des Vosges du Nord et du Palatinat, puisqu'on est une région frontalière. Et donc, les Allemands ont décidé de relâcher une vingtaine de lynx là, à partir de 2015. Ils l'ont fait, le programme est terminé, les lynx commencent à venir dans les Vosges du Nord. Donc, on peut provoquer le retour du sauvage. C'est très discutable, hein. C'est aussi un débat de fond. Surtout quand on sait qu'il a encore des ennemis, le lynx, en tant que prédateur, les chasseurs ne l'aiment pas, il peut se faire braconner, enfin, etc. Il peut y avoir des tirs illégaux, alors que c'est une espèce protégée. Mais on peut aussi se dire que les réintroductions comme celle-là, c'est un moyen de réparer ce qu'on a fait. C'est-à-dire on a fait disparaître des espèces, on peut éventuellement en faire revenir localement. Et en bas à droite, vous avez une image d'une vieille forêt, parce qu'on a créé aussi un réseau avec les forestiers de réserves forestières intégrales. Évidemment, elles n'ont pas l'âge qu'on peut trouver dans les pays de l'Est où les gens ont des forêts multiséculaires alors que les nôtres sont relativement jeunes. On a mené aussi des actions justement avec des associations pour faire des appels à dons et acheter des morceaux de forêts spontanées. Donc ces fameuses forêts qui résultent de la déprise agricole. Elles sont déjà assez riches en bois mort et très intéressantes parce que c'est des forêts feuillues et très didactiques parce qu'on peut voir éventuellement comment un sol nu avec de l'herbe ou des cultures se reconstitue en forêt et combien de temps met une forêt pour réapparaître. C'est aussi très intéressant. On a créé aussi un réseau, ce qu'on appelle de sanctuaires de nature. C'est un mot assez fort parce que sanctuaire, c'est un peu lié au sacré, au religieux même. Mais c'est comme ça que l'ont voulu les membres de notre conseil scientifique au parc à l'époque. On a demandé aux communes qui étaient propriétaires de terrains dont ils ne faisaient rien, justement, des friches, des boisements spontanés, des marais oubliés, si elles voulaient en faire ce qu'on a appelé des sanctuaires de nature. Ce n'est pas un statut de protection, hein. La seule protection, c'est que ce n'est pas constructible, c'est accessible à tout le monde, au niveau du village. Donc on y a fait de la pédagogie avec les enfants, on essaye de les sensibiliser à accepter justement une nature qui n'est pas aménagée, où il n'y a pas de sentier, où il n'y a pas de table, de banc, de parking ou de choses comme ça. Des marais où il faut aller se promener sans avoir des pontons en bois, etc. Donc vraiment, essayer de faire en sorte que les gens voient d'autres images qu'une nature toujours bien mise au propre, une nature clean, comme disait François Terrasson. Puis une expérience qui nous a semblé intéressante, je vous parlais tout à l'heure de parmi les causes qui poussent l'homme à détruire la nature, il y avait aussi des causes probablement profondes liées à notre psychologie, à notre psychisme. Si on a envie de connaître un peu mieux sa réaction personnelle et intime vis-à-vis de la nature, eh bien, rien ne vaut un abandon nocturne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un abandon nocturne. Eh bien, on vous laisse tout seul passer la nuit en forêt. Sans portable, au jour d'aujourd'hui évidemment, sans portable, sans lampe. Évidemment, ce n'est pas un stage de survie, donc vous avez droit à un tapis de sol et puis une couverture, tout ce que vous voulez, enfin un duvet, voilà. Et on vient vous rechercher le lendemain, et évidemment, c'est pas ça l'expérience. Enfin, l'expérience, c'est important, être seul en forêt. Le lendemain, vous vous retrouvez avec d'autres personnes qui ont fait la même expérience que vous, avec un éco-psychologue qui effectivement recueille votre témoignage et commence après à mettre des mots, aide les personnes à comprendre ce qu'ils ont réellement ressenti. Pourquoi l'abandon nocturne c'est intéressant et pourquoi on peut penser que c'est une expérience du sauvage? Parce que la nuit en forêt, vous êtes totalement désorienté. Vous ne voyez pas les chemins, vous ne voyez pas les marques humaines. Il y a des marques partout dans les forêts. Des marques de peinture, des affichettes avec le numéro des parcelles, etc., des tas de bois, etc. La nuit, tout ça, c'est oublié. Vous avez l'ambiance nocturne avec des chants d'oiseaux, des cris d'animaux. Pour peu que vous soyez urbain et que vous n'ayez pas l'habitude d'entendre ça, ben, ça peut vous stresser. Et donc, en clair, quand vous vous retrouvez seul dans la nature, la nuit, en forêt, vous n'êtes pas face à la forêt, vous êtes face à vous-même, face à vos peurs, qui peuvent être des peurs profondes, qui remontent depuis l'enfance éventuellement. Donc en fait, l'abandon nocturne, il permet de se connaître au final. C'est vraiment, vous ouvrez la boîte de Pandore, c'est-à-dire que vous ne contrôlez pas vos émotions. Vous pouvez très bien paniquer, vous pouvez très bien avoir peur ou avoir
des espèces de fantasmes. Par exemple, beaucoup de femmes qui font l'expérience ont peur d'être agressées, et agressées par un homme, alors que généralement ça se fait dans des forêts non périurbaines, dans des forêts où on ne risque pas de rencontrer des humains la nuit. Mais voilà, elles n'ont pas peur des animaux sauvages, elles ont peur des humains. C'est bien la preuve que quand on se retrouve tout seul, on est face à ces peurs, des peurs qu'on repousse parce qu'on vit en permanence dans la sociabilité, mais que là, quand on se retrouve seul face à soi-même, on peut ressentir. Voilà, on est fini avec ces petites choses qu'on a fait dans les Vosges du Nord pour faire avancer l'idée du sauvage, et je vais terminer donc définitivement par 2 diapositives qui remettent, je vous ai déjà montré cette photo là de friche boisée, de boisement spontané. Eh bien voilà, selon sa conception de la nature, ou selon sa philosophie, ou selon évidemment la demande sociale, vous avez 2 choix. Soit vous bloquez l'évolution, vous repartez à la prairie. Je vous ai montré cet exemple, qui est extrêmement pratiqué par beaucoup de réserves naturelles, le conservatoire d'espaces naturels, etc. Maintenir un milieu ouvert qui évidemment demande un maintien permanent, parce que la nature, dès que vous tournez le dos, elle reprend ses droits et elle repart dans la succession. Et chez nous, dans le milieu tempéré, la forêt, c'est le milieu ultime, c'est le milieu, comme on l'appelle, climatique. Soit vous laissez l'évolution. Et cette petite forêt-là, qui a 30, 40 ans, elle redeviendra, au bout de plusieurs siècles, une forêt mature, sénescente. Voilà, une forêt qu'on ne connaît même plus en France actuellement. Les forêts les plus anciennes, c'est les fameuses réserves artistiques de Fontainebleau. C'est des forêts qui ont probablement maintenant 250 ans, mais rien à voir avec les forêts multiséculaires polonaises comme ça, la forêt de Białowieża qui a probablement 500, 600 ans sans intervention, ou les forêts dans les Carpates roumaines, ou en Ukraine, ou voilà, avec des arbres de 50 mètres de haut, etc., des diamètres d'un mètre 30, d'un mètre 40. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas en France. Et malheureusement, il faut aller dans les pays de l'Est pour le voir. Ou heureusement. La dernière, c'est pour vous dire à quel point, si vous voulez, dans le contexte actuel des changements climatiques, des changements globaux, laisser des endroits à la nature, c'est fondamental parce que ça va peut-être permettre pour nous, toujours on regarde ce que fait la nature et nous après on en tire éventuellement des leçons pour intervenir dans les milieux, parce qu'on a aussi besoin d'intervenir. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, en tant que gestionnaire, enfin conservationniste, comme on dit, en tant que spécialiste, écologue, spécialiste de la protection de la nature, moi, je vous ai mis une présentation qui vous donne des arguments en faveur de la libre évolution. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut de la libre évolution partout, bien sûr. Il faut bien que l'homme existe, il faut bien qu'il ait du bois, il faut bien qu'il ait des aliments, etc. Ok, on est bien d'accord. Mais pour ça, ce sera un autre débat, c'est-à-dire comment on gère correctement les zones agricoles et on n'en fait pas des déserts biologiques, comment on gère aussi les forêt de manière écologique. Tout ça, ça existe, tout ça, ça peut se faire, mais actuellement, c'est pas appliqué, bien sûr. Moi, je ne parle évidemment que, surtout, de l'optique de préserver la nature. Comment on peut la préserver? Est-ce qu'il faut en permanence intervenir ou au contraire, on peut laisser des zones en libre évolution? Donc voilà. Face aux changements globaux, face à tous ces changements qui vont probablement être énormes, dont on n'a même pas, je pense, pris la mesure, eh bien évidemment, mieux vaut laisser la nature faire. Elle est plus apte à de la résistance, voire évidemment de la résilience si elle subit des modifications profondes, que nos milieux à nous façonnés, qui sont souvent appauvris, qui ne sont pas aussi résilients, qui sont simplifiés. Quand l'homme simplifie, la nature diversifie. Ces milieux-là, évidemment, ils peuvent avoir des réseaux, ce qu'on appelle trophiques, avec des nouvelles espèces qui viennent, etc., beaucoup plus costauds que les milieux appauvris que nous savons faire. Et puis, elles permettent le retour à des espèces, surtout s'il y a de l'espace suffisant. Les herbivores, des carnivores, bon, évidemment, les prédateurs. Et comme je vous l'ai montré sur la photo, si on a la sagesse de laisser ça pendant un siècle ou deux, eh bien, ça redeviendra, ce que j'ai mis entre guillemets, bien sûr, les forêts vierges de demain. C'est un slogan des Allemands. Hein. Ils disent Urwald für unsere Kinder. Donc, ça veut dire des forêts sauvages ou des forêts primaires pour nos enfants. Quand ils mettent en réserve intégrale une forêt aujourd'hui, quoi. Ils savent qu'aujourd'hui, s'ils prennent une forêt, elle a été modifiée, forcément. Donc, c'est de la nature ferale. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Ouais, Ok, merci beaucoup, merci. c'était très intéressant.
Je vous ai assommé là, je n'ai pas entendu une seule question, ni On une en a seule noté en fait. intervention. Bon, je pense qu'on n'a pas osé vous interrompre. On en a noté quelques-unes. Je sais pas qui veut commencer. Allez-y. Ok, alors je vais bien commencer. Moi, du coup, j'ai vu que vous parliez beaucoup de la place de la nature sauvage dans les milieux surtout ruraux. Vous avez même parlé du coup de la place de la nature sauvage dans des milieux un peu peuplés comme les Vosges, mais il y avait toujours cette présence de la nature. Mais moi, je me demandais quelle est la place de la nature sauvage, mais dans un milieu qui est plutôt urbain, Oui. avec toute la bétonisation de plus en plus grande de ces milieux-là et la densité démographique qui augmente. Ben, le sauvage n'est absolument pas, comment dire, exclu des mégalopoles, hein. Il y a de plus en plus d'espèces qui s'adaptent à la ville et contre toute attente. Et parfois des nouvelles espèces. Par exemple, il y a des villes allemandes là qui sont envahies de ratons laveurs. Le raton laveur est une espèce nord-américaine, hein, qui est échappée des élevages où c'était une mascotte des Américains, des militaires, quand ils sont venus pendant la Seconde Guerre mondiale, ils en ont laissé là, et hop, il y a même une population qui s'est développée de manière sauvage dans une forêt de laine, là, en France. Mais sinon, il est partout, il est dans les villes et tout. Le coyote revient dans les villes américaines. Il y a plein d'exemples. Les faucons pèlerins nichent sur des bâtiments. Enfin voilà, il y a toute une faune qui s'est adaptée à la ville. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que c'est un pis-aller, c'est-à-dire il y a des éléments de la nature, donc un animal reste sauvage, donc il y a des éléments du sauvage dans les villes, mais on ne peut pas parler d'écosystème sauvage, quoi. À moins d'avoir une grosse forêt périurbaine qui jouxte une ville, comme la forêt à côté de Sao Paulo, ben prenons Strasbourg. Strasbourg a la chance d'avoir des forêts périurbaines, qui sont d'ailleurs classées en réserve naturelle, hein. La forêt de la Robertso au nord et la forêt de Neuhof au sud. Mais toutes les villes n'ont pas cette chance-là. Donc, du coup, la nature, c'est quoi en ville? C'est au mieux une petite coulée verte s'il y a une rivière, ou si on laisse un peu de végétation pousser. C'est des parcs, mais des parcs souvent trop léchés, où on laisse pas justement des coins parce qu'on a peur. On a peur que des jeunes aillent dealer, aillent se droguer, ou que sais-je, moi, enfin bref, ou on a peur de l'insécurité. Donc, tout ça, c'est une question c'est renvoyé à toujours notre tolérance vis-à-vis de la nature. On voit des tentatives, par exemple, de gérer les espaces verts autrement. Ça, c'est très tendance en ce moment. Pas de pesticides ou plus de pesticides. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Et on laisse les herbes folles, comme on dit. On laisse. Alors, vous aurez plein de gens qui vont téléphoner aux espaces verts pour se plaindre en disant que c'est dégueulasse, c'est sale, etc. Ça, c'est inévitable. Mais voilà, il y a un champ énorme. Il y a beaucoup de place pour la nature en ville. Après, c'est qu'une question de est-ce que l'homme a envie de dire ben, je vais laisser un peu de place, quoi. Voilà, je vais laisser un peu de place. S'il veut prendre toute la place, bon, ben, je plains les gens qui vont continuer à s'entasser dans les villes, quoi. Parce que bon, là, je pense que c'est trop tard pour des mégalopoles qui sont partis dans l'outrance, des villes chinoises, des villes particulièrement en Asie, je trouve, enfin, le Japon déjà. Enfin, vous vous rendez compte, si vous quittez Tokyo, je crois, il faut marcher 120 km avant de voir une forêt. C'est quand même hallucinant. Non mais si vous quittez Paris, c'est pas mieux, hein. Bon ouais, ok, il y a la forêt de Fontainebleau, mais elle est bien ceinturée, elle est traversée par une autoroute. Enfin, il faut avoir conscience. Il faut traverser la France, particulièrement en train. Mais pas que. Je pense qu'en vélo ou à pied, c'est encore mieux. Et on se rend compte que effectivement, l'urbanisation a tellement gagné que maintenant, il y a la ville à la campagne. Le réseau des routes, des infrastructures est énorme, quoi. Hein, ce qu'on appelle la trame grise, par opposition à la trame verte et bleue. Mais bon, il y a un potentiel énorme pour le sauvage en ville. Tout dépend de la gestion de la ville en question. Tout dépend des élus, tout dépend de la population. De quoi qu'est-ce qu'elle est capable d'accepter. Il y a des villes comme ça ça se voit, ils sont capables d'accepter des parcs publics très peu entretenus, par exemple, où on laisse vraiment, c'est comme si c'était un bout de forêt, quoi. Ou alors avec de l'entretien, mais en même temps,
une grosse part de sauvage. J'ai vu ça à Stockholm. Il y a un parc public où il y a des arbres énormes qui sont morts, qui sont sénescents, ou en train de mourir, ou déjà morts, avec du bois mort. Chez nous, on aurait déjà enlevé ça par crainte de problèmes de sécurité. Ils laissent ça. Donc, c'est aux gens de faire attention. Je pense que les Suédois sont habitués à aller se balader dans des forêts. Voilà, peut-être que la législation n'est pas la même que la nôtre, enfin le droit. Donc, tout est une question de tolérance. Ok, mais est-ce que la ville ne peut pas nuire au bon développement d'une forêt? Est-ce que c'est compatible en fait, enfin, d'une nature sauvage? Est-ce que c'est compatible la ville et la nature sauvage, ou est-ce que c'est pas un peu un cadeau empoisonné de donner la liberté de la nature sauvage de se développer en ville alors qu'il y a toutes les pollutions engendrées par la présence humaine? Ben, ça dépend. Hein. Y a actuellement un paradoxe incroyable, c'est qu'on trouve plus facilement des ruches avec des abeilles sur les toits des maisons dans certaines villes, dans certains quartiers de ville, que dans les campagnes, à côté de l'agrobusiness, à côté des déserts biologiques, où les agriculteurs mettent tellement de pesticides qu'il n'y a plus une abeille, quoi. Donc, on est toujours dans le paradoxe. Oui, la ville, on a l'image d'une ruche bétonnée. C'est plus les aspects psychologiques de l'homme qui m'inquiètent dans les villes à venir que de penser que la nature sauvage n'a pas de place. Parce que si des espèces doivent s'adapter en ville, elles le font déjà, elles le feraient. Il y a un livre qui est paru il y a quelques années qui a eu un gros succès, ça s'appelait Homo disparitus. Au départ, c'est un journaliste qui avait fait un reportage sur la zone d'exclusion de Tchernobyl, autour de la centrale. Et quand il a rendu son reportage, c'était un journal américain assez connu, la rédactrice en chef lui dit « Mais tu pourrais en faire un livre de ça. Imagine que l'homme disparaisse là, sur la planète, qu'est-ce qui se passerait ?» Et donc, du coup, il a fait une enquête auprès de physiciens, de chimistes, d'écologues, de plein de spécialistes, de plein de domaines différents, pour dire, et si l'homme disparaissait? Ce qui, évidemment, est une hypothèse peu plausible, mais comme ça. Ben, par exemple, la ville de New York, s'il n'y avait pas de système de pompe, elle est noyée, la ville de New York, en 2 jours. Elle était construite sur un marais, elle est au bord de la mer. Quand vous arrivez sur l'aéroport JFK, c'est comme à Nice, hein, l'aéroport il a été gagné sur la mer. Donc ils ont eu un gros cyclone là, il y a quelques années. Toute la ville était sous l'eau. Donc s'il n'y a pas ça, elle repart complètement sous la flotte. Si l'homme disparaissait de New York, en même pas 10 jours, les ours noirs ils se baladent à Manhattan. Les cerfs à queue blanche ils reviennent, le coyote est déjà là, les loups suivront. Hein. Ils reviendront par le Minnesota. Enfin, je veux dire, dès qu'on n'est pas là, dès qu'on n'est plus là, il n'y a aucun problème. C'est ça qui doit aussi nous mettre en confiance. Alors, d'un côté, ça peut nous mettre en confiance en disant, eh ben, si nous, on reculait, il n'y a aucun problème, la nature regagnerait ses droits. Et en même temps, pas servir d'alibi pour continuer à détruire en disant on peut tout détruire de toute façon. D'abord, on fait partie de la nature, on a le droit de tout détruire. Et même si on détruit tout, la nature, elle s'en sortira toujours. C'était la question que je voulais vous poser justement. Ouais. Ben, si ça n'amenait pas à des discours comme ça, justement, de dire la nature reprend ses droits, est-ce que ça risque pas de faire dire aux gens, alors autant continuer Prenons l'exemple extrême de la catastrophe industrielle de Tchernobyl. Autour de Tchernobyl, pour l'avoir visité, côté biélorusse, il y a une zone de 270 000 hectares vidée de sa population. 22 000 personnes ont été expulsées, il n'y a pas d'autre mot. Ils vivaient tous dans des petits hameaux comme ça. Voilà. C'était des campagnes avec des cultures, des forêts gérées, avec de la chasse, de la pêche, etc. Enfin, voilà. Et 30 ans après, quand vous y retournez, il y a des loups, il y a des élans que vous voyez très bien, ils n'ont l'air absolument pas gênés. Les maisons, elles sont occupées par les élans. Le grand-duc vient nicher, le renard en dessous des greniers, dans les greniers. Enfin, la nature reprend ses droits, mais d'une manière incroyable, quoi. Alors que tout est irradié et que c'est impropre à la vie humaine.
Donc on pourrait dire, mais imaginez, vous dites ça, alors, ils le savent, hein, les pro-nucléaires, ils savent que la nature a repris ses droits dans une zone comme ça. Pour autant, est-ce qu'ils oseraient dire qu'il faut absolument des catastrophes nucléaires? Non, je pense pas, c'est pas dans leur intérêt. Hein. Mais est-ce que pour autant il faut développer le nucléaire? Certainement pas non plus. On voit bien que c'est aussi quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement. On est un peu apprenti sorcier. Mais de toute façon, on a forcément une sorte de rapport ambigu avec la nature. Souvenez-vous, vulnérable et redoutable. C'est les deux à la fois. Et il faut accepter que ce soit les deux à la fois. Justement, je me suis demandé à ce moment-là, quand vous aviez dit redoutable, en quoi elle est vraiment redoutable, à part justement pour certains élevages qui côtoient des prédateurs, etc. Ah ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, les tsunamis, tremblements de terre, le volcanisme, ça fait des dégâts. Hein. Mais ça, ça vient pas d'être vivant, justement. Ben, ça vient de la nature. La nature, c'est pas Oui. que les êtres vivants. La nature, c'est les phénomènes, comment dire, de la planète. On est sur on est sur des plaques qui bougent, on est sur de la roche en fusion. Enfin voilà, c'est la nature, ça aussi. Hein. La nature, c'est pas que des organismes vivants qui nous ressembleraient, donc les mammifères. Vous voyez, c'est tout ça aussi, la nature. Mais ce que je me demandais justement, c'est si on a peut-être justement plus tellement peur du vivant aujourd'hui, et c'est pour ça que peut-être je sais pas, Non, moi je pense au contraire qu'on a plus on que le jamais contrôle. peur. Écoutez, j'ai vu des enseignants, on a dans les Vosges du Nord, là, dans la vallée où on organise ces stages d'abandon nocturne, on a un centre d'éducation à l'environnement. Il est tout seul dans cette vallée, là, bon, pas très loin d'un village. Hein. Eh bien, c'est fait pour les écoles, évidemment. Ben, les instituteurs ou institutrices, particulièrement les institutrices, mais pas que, elles hésitent à venir avec leur classe. Elles ont peur d'aller en forêt toutes seules. Il faut absolument un guide. Alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi se perdre, il y a des sentiers partout, c'est bien expliqué, enfin, tout est fait pour que les gens ne se perdent pas, enfin, vous voyez. Donc, c'est peut-être ça l'évolution psychologique de Homo urbanicus, c'est qu'à force de vivre dans une ville, où tout est balisé, tout est ordonné d'une certaine manière, même quand il sera dans la campagne, dans quelques années, ça va être dur. Il aura besoin d'un GPS, il aura besoin de tout un ensemble de gadgets technologiques, sinon il sera perdu. Et je pense que c'est ça le risque, c'est d'avoir on a déjà, quand on vit dans des grandes villes, vraiment des grandes villes, avec que du béton, du verre, de l'acier autour de soi, qu'on n'a même plus un élément végétal pour faire dire que oui, il y a un passage de saison, par exemple. Ne parlons pas de voir les espèces de la faune ou autre. Hein. Eh bien, le problème que je vois, c'est que ces gens-là, à force, peuvent imaginer qu'ils vivent totalement coupés de la nature et qu'ils vivent bien, puisque les magasins sont ravitaillés, ils peuvent se déplacer, ils ont leur job, ils gagnent leur vie, peuvent partir en vacances et tout. Mais ils oublient que la nature, c'est un petit miracle, la vie sur Terre, quelque part. Pour l'instant, on l'a trouvé nulle part ailleurs. Mais on vivrait, je crois, pas plus de 3 heures sans oxygène, on vivrait pas plus d'une semaine sans eau, et je ne sais plus quoi, comme exemple, qui m'était donné l'autre jour dans un livre, c'est pour dire à quel point on est dépendant de la nature, pour respirer, pour boire, pour manger. Et les gens, je ne sais pas ce qu'ils imaginent, sauf de la pure science-fiction où on ne mangera que dans des boîtes de pétri, quoi, je sais pas, mais on a encore besoin des sols, on a besoin d'une eau de qualité, on a besoin de respirer, et tout ça, c'est aussi la nature. Mais les gens ne voient même pas cet aspect-là. Et ce que vous faites justement, notamment au Parc national des Vosges du Nord, régional des Vosges du Nord, c'était justement du coup des stages pour faire en sorte que les gens se rendent compte du fait qu'ils côtoient et qu'ils sont à l'intérieur de la nature, et après qu'ils se
qui est plus du coup d'empathie ou plus de considération Oui, mais vous savez, tout est une question d'émotion et on n'agit pas forcément sur les émotions. Les émotions, c'est quelque chose de personnel. On ne peut rien faire contre ça. Vous aurez des gens qui, à mon avis, haïssent la nature, quoi que vous fassiez. Si vous raisonnez ou si vous essayez de jouer sur leurs émotions, dans aucun des scénarios, vous n'arriverez à en faire des gens qui ont, entre guillemets, un peu d'empathie pour la nature. C'est comme ça. Je fais toujours un parallèle avec le racisme. Il y aura toujours des racistes, malheureusement, mais c'est comme ça. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne changerez rien à leur trip. Enfin, c'est en eux, c'est très profond. Et la haine de la nature, ou le désamour pour la nature, ou la peur de la nature, ben c'est quelque chose de profond. Et enfin, je vois pas comment on peut changer ça. On ne peut que, entre guillemets, agir quand les enfants, enfin, auprès des enfants, quand ils sont jeunes, ils sont pas encore totalement mis dans un moule. Ce que j'observe, c'est que beaucoup de gens qui ont grandi près de la nature pendant leur enfance, dans l'enfance école primaire, hein, et même déjà un peu avant, ont beaucoup plus de chances d'avoir de l'empathie pour la nature, quel que soit leur métier après. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des naturalistes, non, mais ont beaucoup plus d'empathie. Et ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est que, et c'est aussi, c'est pas un paradoxe, parce que finalement, ça s'explique, mais plus les gens sont éduqués et sont en milieu urbain, et plus ils ont quand même un besoin de nature, pour l'instant. Pour l'instant. On n'a pas muté encore. Mais quand on aura une génération qui n'aura fait que grandir dès l'âge de 2-3 ans à cliquer sur quelque chose, à appuyer que sur des touches et des écrans, ça, on ne sait pas comment les gens vont évoluer. Mais il y a toute une génération aujourd'hui qui a besoin de la nature. Plus vous êtes en ville, plus vous avez besoin de nature, c'est normal. Alors, il y a des ersatz, des plantes vertes, il y a le chat, le chien, il y a les vacances, il y a plein de choses, mais n'empêche que… Et le paradoxe, c'est que les gens qui vivent en milieu rural ont une toute autre vision de la nature. Ils gardent une vision plus utilitariste, ne comprennent pas pourquoi on laisserait faire la nature, ou des choses comme ça, oui. Ok. Tu avais quelque chose, Antoine? Sinon, moi, j'en ai une dernière. Vas-y. Quelqu'un d'autre? Moi, j'avais une question, mais je pensais que j'étais en musique. Tout à l'heure, vous avez parlé d'éco-psychologues qui intervenaient durant les abandons nocturnes, enfin, après les abandons nocturnes. Oui. Et, en fait, quelle est leur mission habituellement? C'est uniquement pour ça? Ou est-ce qu'il y a de plus en plus besoin d'éco-psychologues, justement, parce qu'on sent un mal-être chez de plus en plus de personnes? Oui, l'éco-psychologie, ça s'est développé déjà depuis pas mal d'années. Hein. Beaucoup aux États-Unis, comme souvent, ils sont en avance pour tout, pour le meilleur et le pire d'ailleurs. Et en France, oui, il y a un courant qui… Là, je citais François Terrasson, son livre La peur de la nature, c'est à travers ce qu'il dit, c'est déjà les prémices de l'éco-psychologie, même si lui, c'était un biologiste, hein, enfin, un scientifique de la nature. Mais l'éco-psychologie part du principe qu'effectivement, la crise écologique est une crise liée à notre rapport à la nature. Donc, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose lié aux émotions, c'est quelque chose qui est dans notre moi profond. Et ça, c'est un travail que chacun a à faire sur lui-même. Donc, avant d'aller chercher des responsables, si vous voulez, de dire c'est le gouvernement, c'est les multinationales, c'est ceci, c'est cela. Le gouvernement, les multinationales, c'est aussi nous, si vous voulez. Donc, il y a quand même un travail à faire sur soi-même. Et c'est pour ça que l'éco-psychologie existe, parce qu'elle essaye de montrer aux gens, à la fois des gens qui effectivement ont un mal de vivre, se sentent pas à l'aise dans la nature, mais se sentent quand même attirés, et à l'inverse, des gens fous de nature, mais qui souffrent terriblement de voir cette nature détruite. Ça porte un nom d'ailleurs, c'est un philosophe australien qui vient d'écrire un livre là-dessus, Les émotions de la Terre, il appelle ça la solastalgie. La solastalgie, pour lui, c'est le fait
de se sentir très mal en voyant des paysages entiers ravagés. Eux en particulier, c'est les incendies, les mines, etc. Enfin, l'exploitation vraiment catastrophique de la nature. Et ça met les gens vraiment en péril parce que ils deviennent dépressifs, ils sont malheureux au point de ne plus pouvoir travailler normalement, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel travaille aussi l'éco-psychologie. D'accord. C'est la psychologie de l'être en rapport, hein, tout ce qui est éco, ça veut dire en relation, quoi, avec les autres, avec les autres humains et les autres vivants non humains. D'accord. Merci. J'en avais une dernière. À un moment, vous aviez dit que vous contestiez pas le fait que les humains avaient besoin de la nature, c'est-à-dire besoin des aussi ressources naturelles. Des ressources naturelles, et donc d'aménager des espaces où ils prennent ces ressources. Et vous aviez dit, mais il y a des manières de le faire, et il y a des manières d'utiliser les terres agricoles ou les forêts, etc., sans en faire des déserts biologiques. Et vous pensiez à quoi comme manière qui n'étaient pas appliquées, vous avez dit? Des manières qui ont été trouvées mais qui ne sont pas appliquées? Je veux dire, on est capable de faire quand même, vous avez peut-être entendu parler de l'agriculture biologique, de la permaculture et tout ça. Ça, c'est des techniques ancestrales, hein, la biodynamie, tout ça qui existe, mais vers laquelle l'agriculture industrielle qui s'est mariée, c'est un mariage d'ailleurs complètement délirant avec l'industrie chimique, n'a pas voulu entendre, quoi. Fertilisants, pesticides, mécanisation à outrance, travail du sol, enfin tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Et ils sont allés tellement loin que ils arrivent même plus ils ont le nez contre le mur et ils savent plus comment revenir en arrière, quoi. Alors, il y en a plein qui ont fait des transitions, qui sont partis vers de l'agriculture biologique avec pas d'intrants, mais enfin plein, il y en a, mais le système dominant, il reste l'agriculture industrielle, hein, pour servir l'industrie, justement, l'industrie agroalimentaire. En fait, c'est la vision industrielle de l'homme qui est cause de tout. Parce qu'on pourrait très bien fonctionner avec du maraîchage, de la permaculture, de l'agriculture céréalière avec des unités plus petites. Ça nourrirait la population, hein, parce qu'on gaspille une grande partie des terres agricoles françaises. L'agriculture, c'est quand même plus de 51%, 57%, je crois, des terres, hein, c'est l'agriculture en France. On pourrait très bien, il y a beaucoup de terres agricoles qui sont pas faites pour nourrir les humains, contrairement au discours de départ, hein, nourrir la terre, nourrir les humains, tu parles, qui servent à la biomasse, qui servent pour faire de l'éthanol, qui servent pour faire de l'exportation, et détruire la paysannerie des pays où on exporte avec des subventions. Donc voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a tout à revoir là-dedans. Et c'est pas que technique, c'est aussi politique, hein. Et en foresterie, c'est pareil. On peut faire des champs d'arbres, comme dans le Morvan, comme avec le pin maritime des Landes, comme sur le plateau du Limousin, avec des Douglas, des champs d'arbres, mécanisés, chimie, tout ça. Ça, c'est pas une forêt, ça. Et on peut gérer des forêts de manière beaucoup plus écologique. Ça ne vaudra quand même pas d'avoir des réserves intégrales, ça c'est sûr, mais ça on le met de côté. Mais on peut gérer des forêts. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'initiatives citoyennes. Il y a ce qu'on appelle un rassemblement des alternatives forestières là, qui s'est mis en place dans la Drôme, où des gens se regroupent en syndicats, chacun met de l'argent, ils achètent des forêts et ils les gèrent en commun. Mais ils les gèrent de manière vachement soutenable, vraiment. Ils coupent des arbres, mais pas de coupe rase. Ils limitent la mécanisation à la tronçonneuse. Ils font du démarrage à cheval. Enfin, voilà, il y a plein d'alternatives. Mais bon, plus vous avez une vision macro et industrielle, et plus vous tombez dans un système outrancier qui ne peut pas respecter la nature. C'est impossible. Ok. Moi, je pense que juste pour finir, ce serait intéressant que vous parliez ou vous citiez
peut-être des associations ou des collectifs dans lesquels vous vous reconnaissez? Moi, personnellement, je paye des cotisations à plein d'associations. Mais disons, celles actuellement, je suis retraité, donc vous le saviez ça maintenant. Oui. Mais celles avec lesquelles je travaille le plus, la première, c'est Forêt Sauvage. Alors, Forêt Sauvage, c'est une association qui s'est créée en 2005, qui achète des forêts pour les laisser en libre évolution, qui n'a pas de salariés. Donc et pour que tout l'argent qu'ils collectent serve à acheter des parcelles de forêt. Et je suis aussi rédacteur en chef d'une lettre éditée par cette lettre numérique, éditée par cette association, où on fait la promotion de la libre évolution, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, je suis tout nouvel adhérent de l'association Francis Allais pour une forêt primaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association. Francis Allais, vous connaissez? Non plus. Un botaniste renom, spécialiste des forêts tropicales. Il habite Montpellier. Il est plus tout jeune, je crois qu'il a 82 ans. Non, il est très connu. Il a fait des émissions, des livres. Enfin, tapez Francis Allais, vous verrez sur le net. Et il a créé une association il y a pas longtemps, parce qu'il veut créer. Il a un projet complètement fou, mais j'adore ce genre de projet. Il veut qu'une forêt primaire soit reconstituée en France, et si possible avec un pays voisin, sur 70 000 hectares, rien que ça. Donc, c'est des projets fous. Pour vous donner un ordre d'idée, la plus grande réserve intégrale en métropole, elle fait 3 000 hectares. Okay. Voilà. Je me représente pas du tout la taille que c'est, 70 000. 70 000, c'est presque aussi grand que le massif forestier des Vosges du Nord. C'est-à-dire entre Wissembourg, Bitche, Saverne, quoi. Okay. C'est pas petit, quoi. Ça fait 70 000 hectares, c'est 700 km². Et comment on peut reconstituer une forêt sauvage? Eh bien, il n'y a rien à faire. Vous partez d'une forêt, vous la laissez faire. Okay. C'est ça. C'est ça, la libre évolution. C'est que l'homme est toujours envie de créer, et là, il n'y a rien à créer. Il y a juste créé les conditions politiques, juridiques, économiques et tout ce que vous voulez, et psychologiques, pour admettre que pendant des siècles, parce que c'est des siècles qu'il faut pour que la forêt se reconstitue et reparte vers une trajectoire naturelle. Vous vous rendez compte? C'est pas en 100 ans que ça se fera. C'est probablement, d'ailleurs, Francis Allais pense que si on part déjà d'une forêt, il faudra 400-500 ans. Si on part d'un sol nu, il faudra 1000 ans. Okay. Vous vous rendez compte? Mais bon, moi je trouve qu'il faut des projets comme ça parce qu'au moins, ils ont le mérite de mettre sur la table des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'aborder, quoi. La notion de surface. Le poète René Char, il disait les forêts sont superbes. Pour qu'elles soient superbes, il faut l'âge et l'infini. En France, on n'a ni l'un ni l'autre. On a des forêts jeunes, plus de la moitié, 80%, je crois, en moins de 100 ans. Enfin, vous voyez, c'est rien 100 ans pour la plupart des arbres, c'est ridicule. Et l'infini, certainement pas. Tout est fragmenté. Enfin. Et du coup, il voudrait acheter une forêt complète. Enfin, comment il pourrait? Non, je pense. Non, c'est pas pensable ça. Il va évidemment s'adresser à l'État français. Par exemple, dans les Vosges du Nord, nous, on a 80 000 hectares de forêt, 82 000. Et le plus gros propriétaire, c'est qui? C'est l'État. Il a 42 000 hectares de forêt, l'État. C'est des forêts, ce qu'on appelle domaniales. Bon, il y a les communes aussi. Mais c'est difficile de demander à des privés de dire, voilà, on va vous priver de revenus, donnez votre forêt. Ouais, là, il faut l'acheter. Là, ils comprendraient mieux. Et encore faut-il qu'ils aient envie de vendre. Il y a un attachement des propriétaires à leur forêt. Les communes, c'est délicat aussi. Ils ont besoin quand même de cette ressource financière. Alors, il reste l'État. C'est l'État qui pourrait faire un choix politique de dire, votre projet, nous, on va le soutenir. Mais c'est pas gagné. Ouais, je me demandais en fait en quoi il serait gagnant, parce qu'il voudrait forcément être gagnant dans l'histoire. Que ça leur rapporte quelque chose. Oui, si un projet comme ça rapporte quelque chose, ce sera sous l'angle de ça deviendra un lieu où tout le monde voudra aller voir. Vous voyez? C'est ça la future forêt primaire, parce que très vite quand même, une forêt, le côté un peu sauvage, le fait qu'on n'exploite plus, ça prend vite le dessus. J'ai un tout petit peu de recul, moi de 20 ans,
En 1990, il s'est créé une réserve forestière intégrale transfrontalière, puisqu'on est voisins avec l'Allemagne. Donc, il y a eu 200 hectares côté français, 200 hectares côté allemand. Ridicule, 400, c'est rien, 400 hectares. Mais peu importe. On est parti de forêts qui étaient exploitées jusqu'au dernier moment. Certains, les dernières coupes 2015, vous voyez le genre, quoi. 2010. Et puis, pof, 20 ans après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y a pas eu de grosses tempêtes, donc il n'y a pas eu de, vous voyez, d'effondrement, des grosses zones où c'est un mikado dans tous les sens. Non. Quelques arbres tombent par-ci, par-là. Et puis, les arbres grandissent, les arbres grossissent. On était en moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, le volume de bois sur pied, ça se donne en mètres cubes par hectare. En moyenne, dans les Vosges du Nord, c'est 240 pour une forêt mature, 240 mètres cubes par hectare. Retenez que c'est pas énorme, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, 20 ans après, on a plus que doublé. On est pratiquement à 500 mètres cubes par hectare dans cette réserve intégrale. Pourquoi? On coupe plus d'arbres. Forcément, on prélève pas la matière organique. Elle est intacte, elle reste. Et donc, quand on dit 500 mètres cubes, c'est bois vivant et bois mort. C'est tout compris. Et donc là, il commence à y avoir du bois mort. Ce qui caractérise une forêt naturelle, une forêt sauvage, c'est vraiment la quantité de bois mort sur pied, au sol, et la diversité. C'est pas seulement des petites branches ou des charpentières, c'est des gros arbres aussi. Plus l'arbre est gros, plus il accueille des espèces rares, champignons, lichens, etc. Donc voilà le projet donc je travaille aussi avec cette association. Je travaille aussi pour une association qui s'appelle Canopée. C'est une association issue des Amis de la Terre qui travaille beaucoup pour mobiliser les gens à défendre des forêts naturelles aussi. Mais pas que pour des réserves, là. Défendre aussi un type d'exploitation soutenable. Donc, je travaille avec eux. Bon, je reste quand même très lié à la forêt parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question de la forêt. L'intégration de l'écologie à la gestion forestière courante, quotidienne. Quelqu'un d'autre a quelque chose? Emma? Non, moi, j'ai pas du tout de questions. Tout était très clair. Mais pour moi, c'est bon aussi. Merci beaucoup. Mais de rien. Ouais. Merci vraiment. Merci à vous d'avoir pris du temps pour nous. C'est super gentil. C'est la première fois que je fais un exercice comme ça. Ouais, en tout cas, en visio, de faire une mini-conférence. D'habitude, j'interviens devant les étudiants. Ouais. Non.